Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les troubles de la fertilité touchent plus de 3 millions de Français. D'après le ministère de la Santé, aujourd'hui, un couple sur 8 a des difficultés à concevoir. Au niveau mondial, la fertilité est en baisse depuis des décennies. Le Parisien parle régulièrement de cette question et pour Code Source, on a eu envie de donner la parole à un couple qui s'est engagé dans un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Judith Perret a rencontré Marie et Kevin. Ils ont pris le temps de nous raconter leur histoire. Le début de leur histoire d'amour, Marie et Kevin s'en souviennent très bien. Tout commence en 2018 sur une application de rencontre. C'est un peu un truc bizarre qui se passe en mode non, on veut rien de sérieux, mais quand même j'ai l'impression que ce mec il vaut le coup. Et puis a priori c'est réciproque et du coup on se rencontre relativement rapidement. Et c'est le coup de foudre, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est à peu près ça. On parle beaucoup, on parle pendant 2 bonnes semaines et puis très vite on finit par se rencontrer. Et puis ouais, en effet c'est une évidence. C'est vraiment une évidence, ouais. Kevin et Marie décident d'emménager ensemble. Une histoire d'amour classique entre 2 trentenaires parisiens, du moins en apparence. Très vite, Marie confie à Kevin une information importante à son sujet. Elle se rappelle très précisément des mots qu'elle a employés pour lui dire. Je sais pas où on va, je sais pas si notre histoire va donner quelque chose d'incroyable, qu'on va se marier, qu'on va avoir des enfants, mais sache que si tu veux qu'on parle du sujet enfant, a priori, moi, ça sera très compliqué. Je préfère que tu le saches, comme ça on part sur de bonnes bases, et après on peut se dire, ok, on continue ou on s'arrête tout de suite. Il a pas du tout pris peur. Il m'a dit, quoi qu'il en soit, je t'accompagnerai. Quand Marie m'a parlé des problèmes qu'elle avait eus, de la complexité qu'on pouvait avoir des enfants, au final, on s'est dit, ça peut mettre 5 ans, ça peut mettre 10 ans. Il faut peut-être commencer à mettre en place des démarches immédiatement. Et au début, les démarches, c'est juste des diagnostics. Donc en fait, très rapidement, on a évoqué le sujet. Et au bout de 2 ou 3 mois, on a lancé des démarches. Mais plutôt, en fait, c'était vraiment de préparer le futur. À 25 ans, j'avais eu une pelvipéritonite, qui est une infection des voies basses. Et à ce moment-là, après une très lourde opération, un médecin sans scrupules m'avait dit que j'aurais jamais d'enfant. Sans m'expliquer vraiment pourquoi, sans me dire quels étaient les tenants et les aboutissants, mais on m'avait vraiment dit que ce serait très très compliqué. J'avais été voir d'autres spécialistes entre-temps, avant même de rencontrer Kevin, et il m'avait dit, au moment où vous aurez le compagnon, l'envie, le désir d'enfant, vous reviendrez nous voir et on vous fera passer un test qui s'appelle une hystérosalpingographie, et à ce moment-là, on pourra déterminer si effectivement on peut parler d'une infertilité ou si vos trompes finalement sont propices à procréer facilement. Pour moi, c'était un test et finalement, ça nous engage à rien de le faire assez rapidement. Donc on l'a fait quelques mois après notre rencontre, ça paraît fou. Le verdict n'a pas été terrible du tout, donc ça nous a plongé dedans immédiatement. Fin 2018, Marie subit une première opération pour lui retirer les trompes de Fallope. Ces canaux relient l'ovaire à l'utérus et permettent la rencontre avec les spermatozoïdes. Ceux de Marie sont bouchés. Une fois cette opération faite, le premier cycle de PMA peut commencer. Marie et Kevin sont en couple depuis un peu moins d'1 an. Après avoir trouvé les bons spécialistes, les examens s'enchaînent pour trouver le bon protocole de PMA. Une fois que le protocole a été identifié, il y a une stimulation ovarienne. La stimulation ovarienne permet en fait que ma femme ait plusieurs ovocytes. Il y a ensuite une récolte et ensuite il y a un recueil de sperme, une rencontre, une mise en culture. Et à la fin, on se retrouve avec des embryons, donc c'est fécondé, qui sont à 3 jours ou 5 jours, c'est souvent ce qu'on garde, d'évolution. Et donc là, on peut en avoir 1, 0, on peut en avoir 23. À la fin, tous ces embryons-là, en fait, seront réinjectés 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3. Et en fait, on parle de cycle une fois qu'on a transféré l'intégralité des embryons. Donc potentiellement, un cycle pour une personne, ça peut malheureusement être 0 transfert. Une PMA, c'est beaucoup de rendez-vous médicaux. Des rendez-vous qui bousculent parfois Marie, qui est d'un naturel pudique. Il y a des examens invasifs et douloureux. Il faut par exemple faire des injections d'hormones. Mais le jeune couple veut aussi profiter de leurs premières années de vie commune, alors ils partent en week-end ou en festival. Tous les deux, on veut pas subir plus ce parcours. On commence en mars, les premières injections, donc novembre, on a enlevé mes trompes. On commence en mars parce qu'on est en vacances au ski avec ma famille. Et on fait venir une infirmière sur place pour qu'elle nous apprenne à tous les deux à me piquer.
On lui dit, OK, on te donne 2 jours pour bien nous apprendre à piquer. Tu fais le premier soir, on fera le deuxième soir ensemble. Troisième soir, tu viens, tu nous observes faire et tu nous donnes ton go. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas évident de trouver sa place parce que déjà tous les examens sont sur la femme. Moi, ma place, je l'avais trouvée en étant présent à chaque examen, à chaque rendez-vous, en essayant de comprendre exactement ce qui se passait, en étant le soutien psychologique. Moi, j'avais par exemple pas le droit de céder, même si parfois j'ai douté, elle l'a jamais su. Et ensuite, une autre place que j'ai trouvée, c'était celui qui faisait la piqûre. Peut-être que cette partie piqûre, nous, elle s'est bien passée. C'était notre moment. Il n'y a pas eu un seul rendez-vous de raté. Et même quand elle devait être faite à 17h, je terminais le travail plus tôt, j'étais là à 17h. Et en fait, c'était notre moment à nous. On se retrouvait pour ce moment-là, on le vivait ensemble. C'était plus simple à vivre de mon côté quand même. C'est plus simple de piquer que de recevoir la piqûre. Mais c'était notre moment et ça a potentiellement peut-être aidé. Ce premier cycle de PMA dure 1 an. À chaque transfert d'embryon, il faut attendre 10 jours pour confirmer la grossesse. Une épreuve pour Kevin et Marie. Il y a une phrase qui dit qu'on est enceinte jusqu'à preuve du contraire au moment où le transfert a été fait. Cette phrase, elle est belle, mais elle est dure à la fois, quoi. On vit avec ça, on vit avec toutes les précautions qu'on doit prendre quand on est enceinte sans être enceinte ou sans savoir si on l'est. Puis on attend 10 jours alors qu'une femme qui est dans une grossesse classique, elle se pose même pas la question. En fait, elle va aller faire pipi sur le bâton parce qu'elle l'accuse d'un retard de règles. Rien que ça, on nous enlève cette surprise du pipi sur le bâton parce que vraiment les spécialistes sont en mode, sur le test de grossesse, moi je l'appelle bâton, mais sur le test de grossesse, mais les spécialistes nous disent non, surtout faites pas cette erreur. Faites pas cette erreur, c'est biaisé. Attendez les 10 jours prise de sang, vous serez sûr, fixé, vous faites pas de faux espoirs parce qu'il y en a trop qui font ça, puis elles imaginent des lignes bleues, c'est terrible. Vraiment, les premières fois, j'ai réussi à tenir parce que je suis très bonne élève, mais au bout d'un moment, t'as envie de faire pipi sur ce bâtonnet comme tout le monde. Bref, donc cette attente, c'est la plus dure, je trouve. Le premier cycle de PMA est un échec pour le couple, mais il ne perd pas espoir. On s'est trouvé, on a un travail, on a une famille qui nous aime, et surtout, on a la chance d'être né à une époque, dans un pays, et d'être au bon endroit. On a potentiellement une solution à ce problème. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ça... Alors, les premières années, ça a coûté un peu d'argent. Et ça ne coûte rien en France. C'est exceptionnel. La même chose dans d'autres pays, il n'y a pas de solution. Ou il y a des solutions qui sont exorbitantes. Et en fait, on ne l'a pas vécu en mode on n'a vraiment pas de chance, ça aurait pu se passer dans une grange, sur une botte de foin, ça aurait été plus simple. Non, on a la chance d'avoir une solution potentiellement dans le pays dans lequel on vit. Dans l'accompagnement, il y a la famille, les amis, et surtout, le point le plus important, c'est que nous deux, on a décidé que c'était en aucun cas un sujet tabou. Mais ça, depuis le jour 1. On en a toujours parlé. Et donc, moi, même dès le 2e cycle, je m'enferme dans un truc de... j'en ai marre, en fait, de pas pouvoir partager, ou alors de devoir répéter 15 fois les trucs aux proches, un peu pénible. Viens, je vais faire un compte Instagram. Et donc, je fais un compte Instagram sur lequel je partage mon quotidien, sur lequel on met des piqûres, et en plus, on est un peu couillons tous les deux. On aime bien rigoler, on a la blague facile, donc du coup, tout est histoire à rigoler, en fait. Même les trucs les pires, même les moments où il m'injecte, je filme et on met la musique de Choupi derrière, et c'est devenu un peu un gimmick de ma communauté qui disait tout le temps « Mais attends, il n'y a pas de Choupi aujourd'hui » et tout. Et donc, il fallait que je mette mes injections avec Choupi derrière, ce qui était complètement quand même en décalage, on va dire, avec ce qu'on vivait. Mais ça m'a grave portée, en fait. Je me suis rendu compte de la puissance des réseaux sur ça, de se dire qu'on était une espèce de petite bande de nanas qui vivaient la même chose. Alors j'avais des profils qui venaient me voir qui étaient hyper lourds, entre guillemets, des gens qui le vivent mal, etc. Mais dans l'ensemble, elles prenaient cette vague d'optimisme qu'on peut insuffler et c'était hyper agréable à voir que ça leur faisait du bien et que moi ça me déchargeait aussi, en fait. C'était donnant. Et donc du coup, cet entourage entre nos proches qui étaient à fond, hyper impliqués, mais en même temps avec la réserve nécessaire de pas nous demander tout le temps, juste d'aller consulter le compte Instagram, c'était parfait. Pourtant, les annonces de grossesse parmi les proches du couple sont parfois très mal vécues par Kevin et Marie. On a eu tout, des gens archi précautionneux dans la manière de nous l'annoncer, c'est-à-dire qu'ils nous l'annonçaient avant de l'annoncer au groupe. On a eu les annonces surprises devant tout le monde. Ça, on l'a eu et nos amis savent, on en a parlé a posteriori, que ça a été extrêmement violent pour moi. Typiquement, je me vois sortir d'un restaurant et dire à Kevin, il est où le scooter ? Et il me dit là-bas et je fonce et en fait, tout le long, je pleure parce que pendant tout le restaurant, j'ai tout gardé parce que nous, la veille, on venait d'accueillir un échec supplémentaire. Et ça, nos amis, j'avais pas eu le temps de l'uploader, de faire l'update sur Insta, donc nos amis le savaient pas. Je me souviens, c'est un de mon meilleur ami, et il m'en a parlé après, il m'a expliqué qu'en fait, pour eux, le fait de nous le dire en même temps que tout le monde,
On était comme les autres. Et en fait, ils voulaient pas nous exclure de toutes ces bonnes nouvelles. Eux avaient la chance de tomber enceinte. Et ils voulaient qu'on fasse partie, en fait, de la grossesse de leur femme. Et en fait, c'est super compliqué pour les amis. Il n'y a pas de bonne recette. Pour augmenter leurs chances, Kevin et Marie multiplient les examens. Des examens souvent payants, car hors du parcours classique de soins. Certains coûtent plus de 600 €. Kevin découvre aussi qu'il a des problèmes de fertilité, mais qui sont vite résolus. Entre 2018 et 2023, Kevin et Marie font 4 cycles de PMA. Ils doivent changer de spécialiste pour la dernière tentative. On leur parle même de poursuivre les traitements en Espagne. Mais avant cela, le médecin qui les suit tente un dernier protocole, et ça marche, Marie est enceinte. Mais je me retrouve dans ces toilettes avec ces 2 barres, dans un état de choc qui fait que je n'arrive même pas à pleurer, même pas à crier, même pas à rien. Je tremble, juste je suis une feuille. C'est vraiment, je tremble. Il y a rien qui vient. Mon cerveau est frisé, quoi. Enfin, il y a vraiment il y a plus d'image, plus de son. Et je me dis, ok, juste je vais aller dans la chambre avec ce test, je vais le cacher derrière moi. Et donc je gesticule comme une petite enfant, comme ça. Il me fait, qu'est-ce que t'as envie de pipi? Je fais, non. Et je lui montre le test. Et alors là, il est choqué aussi. Et c'est explosion de joie, on se dit mais c'est fou. Et il se passe pas 5 minutes avant que j'appelle ma mère pour lui annoncer. Moi, à chaque fois, je me disais que ça allait pas vraiment marcher, mais on pleurera quand on aura vraiment dit. Et donc là, on s'est dit la même chose, on s'est dit écoute, c'est bon, ça marche, ce bébé il va naître, et si ça marche pas, si ça décroche, machin, on aura largement le temps de pleurer à ce moment-là. Donc à partir du moment où elle a fait pipi sur son bâton, même avant, ça a été que du bonheur. Qui dit grossesse dit aussi au revoir au spécialiste qui suit le couple, un moment que Kevin et Marie n'espéraient jamais vivre un jour. À un moment donné, il nous serre la main et il fait voilà, c'est terminé, on se revoit plus. C'est là où on se rend compte pour le coup qu'on repart dans un cycle normal, c'est bon, c'est que du passé. Et on est perdu, on fait mais qu'est-ce qui se passe maintenant entre nous? Il fait on se revoit pour le second. Hop là, on se serre la main, c'est terminé. Et en effet, ensuite, on est parti dans un parcours standard où on a fait, pas standard parce qu'elle a fait des échos tous les mois, mais c'est bon, on était comme toutes les autres personnes et c'était parfait, ouais, quoi. C'était top. C'était trop bien. Charlie, né le 22 mai 2023, la rencontre avec sa fille, Marie s'en souvient comme si c'était hier. C'est une explosion. Je crois que le moment où je la vois, je me dis mais on a fait ça. Enfin vraiment, on a réussi, quoi. Enfin ça devient concret. Même si elle a été toujours concrète, parce qu'en fait déjà on l'a appelée par son prénom dès le premier jour, le jour du pipi sur le bâton. Depuis le premier festival qu'on avait fait ensemble, on avait rencontré une nana qui s'appelait Charlie, on a dit incroyable, mais bien évidemment notre fille s'appellera Charlie, c'est resté. Donc on savait que c'était Charlie. Et le jour où on a su son sexe, à partir de là, on l'a appelée tous les jours Charlie dans le ventre. Elle était là, en fait, elle était là avant d'être là. Et quand je l'ai eue dans les bras, c'était pas une rencontre, c'était la suite d'une histoire. 2 ans plus tard, en août 2025, Tom, le petit frère de Charlie, naît. Les 2 enfants sont jumeaux de conception. Ils viennent d'un même transfert d'embryon réalisé quelques années avant. Le transfert se fait, les 10 jours d'attente sont pas les mêmes. On a déjà une fille, le combat il est gagné en fait. Il s'est écoulé 5 ans entre le premier cycle de PMA et la naissance du premier enfant de Kevin et Marie. Alors ce quotidien de parents, même s'il n'est pas toujours facile, ils le savourent. Souvent les gens en fait se rendent compte qu'une période de leur vie était agréable 20 ans après l'avoir vécue. Moi, Marie également, parfois on vit un moment, on se rend compte qu'il est exceptionnel parce qu'il aurait pu ne jamais arriver ce moment. Et ça, c'est trop beau de vivre ça comme ça. Et c'est au quotidien, ça peut rien être. Ça peut être juste de sortir de la crèche et d'avoir sa fille qui est en train de hurler sur ses épaules. Parce qu'elle gère pas ses émotions. Ce moment, il est trop bien. Pas tout le temps, mais ce moment, il est exceptionnel. On l'a tellement voulu, on est enfin en train de le vivre. On est en train de vivre ce tunnel qui a entre 18 et 20 heures, vivent tous les parents. Et on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on l'a tout le temps voulu. Et en fait, il y a plein de moments qu'on vit comme ça. Et donc, la vie, elle est exceptionnelle. Vraiment, je m'en serais bien passé, mais ce parcours-là m'a permis en fait de prendre du recul sur plein de situations. Et pas simplement en fait la parentalité, c'est juste avoir la chance de vivre le moment qu'on est en train de vivre, quoi. Judith, pour les couples engagés dans un parcours de PMA comme Marie et Kevin, est-ce qu'on sait dans quelle proportion ça finit par marcher ? Les chiffres varient car en termes de PMA, il n'y a pas qu'un seul protocole qui est conseillé aux familles. Le taux de réussite moyen tourne autour en fait de 25%, mais ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend des protocoles qui sont proposés, ça dépend de la condition physique des parents, ça dépend aussi de l'âge de la future mère. Il faut savoir que passé 35 ans, c'est plus difficile d'avoir un enfant, que ce soit naturellement ou par PMA. Tu en as peu parlé dans ton sujet, mais les parcours de PMA peuvent aussi revenir cher. Tout n'est pas remboursé.
Alors il y a eu des progrès ces dernières années, notamment en matière de législation, mais au moment où Kevin et Marie ont commencé leur parcours de PMA, il n'y avait pas beaucoup de cycles de PMA qui étaient remboursés. Maintenant, c'est 4 cycles de PMA remboursés par la Sécurité sociale, mais il y a aussi, encore aujourd'hui, des frais annexes, notamment en matière de soins, c'est-à-dire que si on veut faire des examens complémentaires très précis, ça peut monter très cher, 600, 700, 800 €. Alors il y a des mutuelles qui existent et qui peuvent rembourser certains frais, mais la PMA n'est pas 100% gratuite. Marie, est-ce qu'elle continue à alimenter son compte Instagram sur lequel elle racontait son parcours de PMA ? Oui, même si maintenant son compte s'appelle Ce Joli Chaos, donc qui est plus orienté en fait sur la parentalité. Voilà, elle montre un peu ses enfants, elle donne un peu des conseils aux jeunes parents. Il faut aussi savoir que Marie, elle a un podcast qui s'appelle Sur le FIV, voilà, sur le FIV, qui est présent sur toutes les plateformes d'écoute. Elle l'a un peu arrêté ces dernières années parce qu'elle élève avec son mari leurs enfants, mais elle compte le réalimenter, voilà, avec des émissions autour de la FIV et de la PMA. J'ajoute que le gouvernement a lancé en février un site dédié pour informer les Français sur les questions de fertilité, santé.fr/ma-fertilité. Merci Judith Perret et merci à Christine Mathéus et Bérangère Lepetit pour leur aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Et puis le samedi, nous vous proposons Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.